On vous l'avait dit, le feuilleton n'était pas terminé, le feuilleton de la censure continue. Et si le Parti socialiste, eh bien, à l'occasion du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale, votait la censure contre le gouvernement. Il est où le Rassemblement national? Est-ce que Bayrou l'a oublié? Est-ce que Bayrou s'en occupe? Est-ce que Bayrou s'inquiète de ce que pourrait faire la formation de Marine Le Pen? Et puis alors, est-ce que le président de la République, qui est vraiment très très bas dans les sondages, de mémoire de la Ve République, eh bien quasiment, il détient le record. Pourrait-il remonter? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour ça? Vous êtes les bienvenus, vous êtes au Club Le Figaro Politique et nous allons passer presque une heure tous ensemble avec nos experts. Avec Bertille Bayard, rédactrice en chef du Figaro Économie. Bonjour Yves. Bonsoir Bertille. Avec Louis Osalter du service politique du Figaro. Bonsoir Yves. Qui sait tout sur Macron. Ou presque. Avec Alexandre Devecchio, Bonsoir, qui est rédacteur en chef des pages débat et opinion du Figaro. Et bonjour Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Jean-Daniel qui est directeur délégué de Louis Interactive, institut de sondage bien connu et d'analyse de l'opinion bien connu. C'est pas fini d'ailleurs, Jean-Daniel, la censure. Ça peut tomber peut-être jeudi, à l'occasion d'une commission mixte paritaire. Rappelez-nous un peu les règles du jeu. Les règles du jeu ne sont pas compliquées. Il faut qu'il y ait une majorité absolue de députés qui sont en présence élus, c'est-à-dire 289 députés qui votent la censure, quel que soit le nombre de personnes qui s'y opposent. On sait qu'effectivement, c'est un risque qui a pesé de manière forte sur les épaules de Michel Barnier jusqu'à devenir effectif. Et on sait, comme vous l'avez indiqué dans le titre, qu'il y a aujourd'hui, si ce n'est la totalité des députés du Parti socialiste, en tout cas une partie d'entre eux qui aujourd'hui se pose la question. Si on prend les choses de manière mathématique, on sait que s'il y a les députés du Rassemblement national et ses alliés d'Éric Ciotti, s'il y a les députés de la France insoumise, les députés écologistes, les députés du Parti communiste et sensiblement un tiers des députés socialistes qui votent la motion de censure, le gouvernement de M. Bayrou sera obligé de rendre sa démission à Emmanuel Macron. Bertille, alors c'est finalement, c'était un coup d'essai, le discours de politique générale, mais justement, précisément, c'était général. Là, on rentre dans le dur, on rentre dans le détail, et Madame Amélie de Montchalin a dit, mais oui, pour le compromis, le compte n'y est pas. On va l'écouter d'ailleurs, tenez. On a pris une décision qui était simple, qui était de dire que on ne censurait pas a priori. Mais je suis monté à la tribune de l'Assemblée pour dire que ça ne valait pas chèque en blanc pour la suite et qu'à tout moment, nous pouvions censurer. Donc si le gouvernement pensait qu'il avait acheté là une conduite et qu'il pouvait maintenant faire ce qu'il souhaite et même y compris revenir sur ses propres engagements, la réponse, nous allons vite lui donner. Le budget voté par le Sénat, il remplit la condition de réduire le déficit. Il remplit la condition de faire des économies. Mais manifestement, il ne remplit pas la condition d'être le budget du compromis. C'est pas au Parti socialiste qu'on donne des choses, c'est aux Français. Alors, qu'est-ce qui... donc, il y avait Olivier Faure, évidemment, vous l'avez compris avant Amélie de Montchalin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le Parti socialiste change, je dirais, de cap? On a encore... vous disiez... Vous parliez du discours de politique générale, et donc effectivement, là on rentre dans le dur et dans le détail des mesures qui sont sur la table. Et puis on est aussi dans le temps de la montée des enchères. On est dans une négociation dont les enjeux sont encore plus lourds que ceux qui existaient à l'époque de la censure contre Michel Barnier, parce que c'est potentiellement la deuxième censure, potentiellement plus de difficultés encore économiques et budgétaires. Là, on est sur deux textes, le PLF, donc le projet de loi de finances, le budget de l'État, qui doit être en commission mixte paritaire jeudi, et ensuite qui revient à l'Assemblée. Et qui ensuite reviendra à l'Assemblée. Et puis on a le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où là on a des dérapages qui sont absolument massifs et qui seront une seconde occasion, soit de conclure un compromis, soit de provoquer la censure par le Parti socialiste. On voit qu'il y a des mesures sur lesquelles les choses sont encore assez peu claires, notamment il y a la suppression des 4000 postes dans l'enseignement supérieur, sur lesquels... dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, pardon, absolument. Qui font partie des mesures sur lesquelles les socialistes sont très arc-boutés. Par
rapport au compromis qui a pu se dessiner post-discours de politique générale, le Parti socialiste réclame aujourd'hui davantage sur le pouvoir d'achat. Et donc là, il faut voir dans quelle mesure il faudra ou non leur accorder des choses sans dégrader ce qui est la ligne rouge du gouvernement, en tout cas la ligne rouge affichée, la seule qui reste ce terme ayant été globalement banni du vocabulaire, mais la seule ligne rouge qui reste, c'est de maintenir le déficit budgétaire à 5,4% du PIB, ce qui semble être un exploit extraordinaire, alors que ça reste un budget extrêmement dégradé et qui fera de la France la lanterne rouge européenne. Alors comment il peut faire, Louis Alter, François Bayrou, pour ne pas cramer la caisse, faire en sorte que les socialistes s'abstiennent, que son bloc central n'explose pas, avec la droite d'ailleurs, qui elle aussi commence à tordre le nez. Oui, qui est embarqué dans l'aventure. Il peut faire du Bayrou, du centrisme, c'est ce qu'il fait depuis le début. Un coup de gauche, un coup de droite, beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. Bayrou, il a très vite identifié que deux choses. La première, c'est qu'il ne voulait pas dépendre du Rassemblement national, qui s'était enfermé dans ce jeu de concession avec Michel Barnier, et ça a fini par être fatal avec Michel Barnier. Et la deuxième chose, c'est qu'il a identifié que le point de dialogue, ça devait être le Parti socialiste. Il en a besoin si, précisément, il ne veut pas dépendre du RN. Du coup, ça transforme la vie politique et parlementaire en une espèce de sketch où chacun monte les enchères, demande des concessions, fait semblant, et puis à la fin, on top plus ou moins. C'est ce qui s'est passé lors du premier vote de la motion de censure, donc après que Bayrou ait prononcé sa déclaration de politique générale, les socialistes, la plupart d'entre eux, n'ont pas voté la censure, considérant que, par exemple, ouvrir une discussion avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites passée par Emmanuel Macron, c'était suffisamment visible aux yeux de leurs sympathisants, aux yeux de leur électorat. Le problème, c'est que le jeu dans lequel Michel Barnier s'était enfermé avec le RN, et qui à la fin lui a été fatal, puisque Marine Le Pen lui demandait la concession supplémentaire que Michel Barnier n'a pas voulu accorder, et par conséquent, elle avait un motif tout trouvé pour le censurer. François Bayrou est en train de s'engager dans la même spirale avec le Parti socialiste. C'est vraiment le même jeu de poker menteur. Et contrairement au Rassemblement national, où la ligne est claire, parce qu'il y a une patronne qu'elle dessine pour tout le monde, et que les 88 députés derrière votent comme un seul homme, ne votent pas d'ailleurs comme un seul homme, au Parti socialiste... Pas 88 députés, maintenant ils sont 142 et quelques. Pardon, excusez-moi, c'est comme si la dissolution n'était pas passée par là, vous faites bien de me reprendre. 126 députés avec les ciotistes, 142 avec les ciotistes. Les socialistes sont beaucoup moins nombreux, mais il commence à y avoir du tiraillement très sérieux à l'intérieur. Il y a des frondeurs, ça rappelle des souvenirs à François Hollande, qui est désormais l'un d'entre eux. Il y a des frondeurs pro-censure, désormais, au sein du Parti socialiste. Et comme le disait Jean-Daniel Lévy, il suffit qu'un gros tiers du groupe socialiste aille voter la censure pour que, additionner le tout, ça suffit à un moment donné pour faire tomber François Bayrou. Donc il s'est quand même enfermé dans un jeu où ça peut se jouer à quelques voix près, cette histoire. Il va falloir qu'il déploie tous ses talents de négociateur, de tacticien, bref, de centriste, et qu'il codie de manière la plus talentueuse possible pour y arriver. Pendant ce temps-là, évidemment, ça ne fait pas avancer les grands sujets du pays. Je crois que chacun l'aura malheureusement constaté. L'immobilisme est sa solution. Mais Alexandre, le Parti socialiste, il joue son avenir aussi, là, parce que s'il penche d'un côté ou de l'autre, l'avenir n'est plus le même pour lui. L'avenir est quand même compliqué pour un parti qui est quand même en voie de disparition. D'ailleurs, à mon avis, comme la droite LR, ils peuvent tenter un coup de poker, effectivement, en rejoignant la majorité, enfin je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, et en misant peut-être éventuellement demain sur la proportionnelle, ce qui leur permettrait de sauver leur siège. Mais s'il n'y a pas de proportionnelle, ce serait rejoindre la majorité pour, à terme, perdre leur siège, puisqu'ils dépendent totalement de Jean-Luc Mélenchon. Donc ils ont un peu le choix, si vous voulez, entre la noyade et la corde, les socialistes. Donc je ne suis pas sûr que ça change leur destin. On voit simplement que certains socialistes essaient encore de bouger pour avoir un minimum d'indépendance et pour pas être inféodés complètement à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je me demande si tout ça n'est pas un jeu de dupes, mais même du côté de François Bayrou, je ne sais pas s'il espère tellement avoir le ralliement des socialistes que montrer qu'il est ouvert, peut-être avoir le ralliement de quelques-uns d'entre eux,
et de compter sur l'abstention du RN. Simplement, le danger à jouer ce jeu-là, c'est que s'il va trop loin dans la main tendue aux socialistes, il risque de perdre la bienveillance de Marine Le Pen, voire de perdre le soutien des LR. Donc voilà, il faut être sur la corde. Après, ce qu'on peut tous constater, c'est qu'effectivement, c'est une politique sans vision, un retour à la 4e République et aux petits arrangements entre amis. S'il cède, Bertille, ça a quelques risques vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis des taux d'intérêt. Tout dépend aussi de la façon dont il cède. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cédé en restant dans le cadre des 5,4%, et à ce moment-là, ça veut dire céder avec plus d'impôts. Oui. Ah oui. C'est une façon de céder sans se mettre en difficulté la trajectoire qu'on a promise, en particulier à la commission, auprès de la Commission européenne. Voilà, on peut céder en continuant d'afficher un 5,4% là, en sachant quelque part qu'on ne le fera pas, qu'on ne le tiendra pas, parce que c'est quand même la grande difficulté de ce budget, c'est que François Bayrou a donné aux socialistes des concessions en retirant des mesures qui étaient des irritants particuliers pour eux, mais dans le même temps, il fait un coup de rabot massif sur l'ensemble des budgets des ministères, dont on ne sait pas exactement comment ils vont se passer. Donc c'est à la fois très responsabilisant pour les ministres, ça donne aussi beaucoup de poids, il faut le dire, à l'argument de la France Insoumise aujourd'hui, qui est de dire au Parti Socialiste, mais vous êtes en train de vous faire avoir sur toute la ligne. Et donc voilà, donc on a effectivement des économies qui, parce qu'elles ne sont pas caractérisées, elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas attachées à une mesure phare, paraissent moins douloureuses et permettent peut-être ce compromis qui se dessinerait entre le Premier ministre et le Parti socialiste, mais ces économies-là, elles vont être encore plus difficiles à faire. Là, vraiment, et plus le temps passe, plus elles sont difficiles quelque part, puisqu'on va travailler quand même sur on ne travaille plus sur 12 mois, on va travailler sur 9 mois de l'année. Donc tout ça rend les choses extrêmement fragiles, avec une conjoncture en plus qui continue à se dégrader. On part sur une prévision de croissance que François Bayrou a réduit par rapport à la copie Barnier, mais qui reste encore, disait Pierre Moscovici hier, plutôt dans le haut de la fourchette optimiste. En dessous de 1%. On est à 0,8, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc 0,8, on est plutôt sur le haut de la fourchette du consensus des économistes. Donc rien ne nous met à l'abri d'une nouvelle dégradation qui rendra de nouveau ce budget encore plus difficile. Avec le chômage qui repart. Voilà, donc tous ces éléments de fragilité, effectivement, ils posent une difficulté par rapport aux institutions internationales, enfin par rapport à la Commission européenne, peut-être à un moment, vis-à-vis des marchés surtout. Voilà, on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont à peu près stabilisés, mais à un niveau élevé. Et rien ne dit qu'on ne franchisse pas une marge de plus à la hausse dans les prochains mois. Jean-Daniel, qui décide au Parti socialiste? Parce qu'on sait que ça, c'est une spécialité locale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapelles, il y a plusieurs sensibilités, il y a plusieurs figures, et tout le monde n'est pas d'accord. Je pense qu'on aimerait bien savoir qui décide vraiment au Parti socialiste. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même Olivier Faure qui donne le ton. On l'a vu, on l'a identifié, il est présent dans les médias, vous l'avez montré d'une manière générale, et l'inflexion principale qui a été de dire, globalement, on cherche à faire en sorte d'essayer d'avoir des points, si ce n'est de consensus, en tout cas d'avancer par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement de François Bayrou, c'est l'impulsion d'Olivier Faure. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il a à l'esprit, pas uniquement l'enjeu de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, mais l'enjeu de ce qui va se passer au sein de son parti. Parce qu'il y a un congrès qui devrait avoir lieu avant l'été. Alors, 2025. 2025. Donc la date, sauf si je fais erreur, n'a pas été encore arrêtée. Et les raisons principales des oppositions internes qu'il rencontre, c'est l'attitude qu'il peut avoir à l'égard de la France insoumise. À l'heure actuelle, il a donné un premier signe à l'égard de ses opposants internes en disant « Regardez, je ne suis pas inféodé à Jean-Luc Mélenchon, j'arrive à avoir ma principale orientation politique et preuve en est, nous n'avons pas, de manière pavlovienne, voté la censure lorsque l'objectif s'est présenté devant nous. » Donc il cherche, entre guillemets, à démonétiser une partie de son opposition interne. Mais ça n'est pas tout. Il y a également des députés, il y a également aujourd'hui, en fait, on le voit, des déjeuners qui s'organisent, des groupes WhatsApp qui sont constitués de la part d'opposants internes et qui sont députés, et encore une fois, il ne faut pas voir le Parti socialiste comme étant un bloc entier. Il suffit,
si je ne me trompe pas, que 22 d'entre eux votent la censure, pour que si jamais également le Rassemblement national et ses alliés votaient la censure, le gouvernement de François Bayrou soit appelé à démissionner. Et qu'est-ce qui mène la danse, là, parmi les frondeurs en question ? On sait en fait que ce sont toute une partie de ceux qui sont issus déjà de franges d'électorat ou de territoires où la France insoumise est de nature à pouvoir leur créer de vraies difficultés, issus plutôt des territoires à caractère populaire, et que dans ce contexte-là, ils pensent non seulement à leurs enjeux, mais également aux remontées de terrain qu'ils peuvent avoir, mais également à la manière dont ils peuvent s'adresser directement à leurs propres concitoyens, à leurs propres électeurs, en disant « Regardez, nous avons entendu la voix que vous avez pu émettre », et aussi chercher à éviter qu'ils soient mis en porte-à-faux avec la France insoumise. Rappelons qu'il y a aussi une bataille à l'intérieur de la gauche, et que Jean-Luc Mélenchon a changé de vocable à l'égard du Parti socialiste, en indiquant aujourd'hui que ce n'était plus vraiment des alliés à proprement parler, et qui plus est, qu'il envisageait d'envoyer des candidatures aux prochaines élections législatives contre des députés socialistes, même des députés socialistes sortants. Et ça va être intéressant de savoir ce qui se passe à Villeneuve-Saint-Georges, là où il y a une élection municipale. Là. Une municipale partielle à la suite de la démission du maire d'hiver droite sortant. Et donc, c'est le député France Insoumise Louis Boyard qui a présenté, qui a monté sa liste et qui est arrivé en tête hier soir au premier tour. Mais il y a une liste socialiste. Il y a 5 listes qui sont en capacité de se maintenir, parce que au municipal, il suffit de passer un seuil pour avoir le droit de se maintenir. Et c'est là qu'on entre dans les journées de tractation, de ralliement, de négociation, de répartition des places sur les listes. Villeneuve-Saint-Georges, c'est intéressant, c'est une des communes les plus pauvres du Val-de-Marne, qui lui-même est un département très peu favorisé. Donc c'est vraiment l'Île-de-France urbaine défavorisée, avec beaucoup de population immigrée, beaucoup de précarité. Et ça, la France insoumise veut en faire un espèce de laboratoire de la stratégie qu'elle compte développer aux élections municipales. C'est-à-dire cibler ce genre de communes dans lequel, en développant un discours à la fois social mais aussi communautariste, il faut bien dire les choses, et ça avait marché d'ailleurs lors des élections européennes avec la campagne où Rima Hassan avait été portée en figure de proue de l'idéologie sur Gaza, du combat qu'il portait sur le Proche-Orient. Ça leur sert en quelque sorte de laboratoire, parce que la France insoumise, les élections municipales, historiquement, ça ne les intéresse pas. C'est un parti que Mélenchon conçoit comme purement national, avec un discours purement national, et les parlementaires doivent porter la voix à l'Assemblée nationale. Et comme ils n'ont jamais fait des bons scores dans ce genre d'élections locales, en fait, c'est le Parti socialiste, avec ses baronnies, qui raflait la mise ou ce qu'il en reste. Cette fois, c'est plus la même chose. Ça veut dire que non seulement, pour les affaires qui nous concernent et qui concernent la censure, Jean-Luc Mélenchon a un moyen de pression sur les députés, parce qu'il peut leur envoyer des candidats qui les feront perdre aux prochaines législatives en cas de dissolution, ou en 2027, où il y aura probablement une dissolution consécutive à la présidentielle. Mais Jean-Luc Mélenchon peut aussi mettre la pression sur les maires socialistes, en disant, regardez, la France insoumise devient une force politique locale dans certaines communes, nous pouvons vous faire perdre en présentant une liste qui, cette fois, ne fera pas de la figuration comme elle le fait d'habitude. Ça peut exister aussi dans des grandes villes, comme à Montpellier, où le maire socialiste est en rivalité avec les Insoumis, parce qu'ils ne portent pas du tout la même ligne politique. Et donc, il va y avoir cette stratégie autonome insoumise, qui est un élément nouveau et intéressant de la vie politique à gauche, qui est un moyen de pression supplémentaire pour Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Et alors ça, c'était pour le Parti socialiste, mais il y a l'autre parti dont on ne sait jamais de quel côté il va pencher. Enfin, c'est ce qu'on croit deviner, c'est le Rassemblement national qui avait voté la censure la dernière fois. Est-ce qu'il va continuer dans cette direction, ou est-ce qu'il a changé de direction ? Est-ce qu'il a une direction aujourd'hui ? C'est bien ça le problème, parce qu'on a l'impression, Alexandre, que la mort de Jean-Marie Le Pen a créé une espèce de flottement. Et on n'entend plus tellement Marine Le Pen, déjà, elle-même, depuis le début de l'année, d'une certaine façon. Alors c'est temporaire, évidemment. Je pense que le Rassemblement national est là face à une contradiction, c'est-à-dire que s'ils sont cohérents totalement sur le plan idéologique, on voit mal pourquoi ils ne voteraient pas la censure cette fois encore, même si, a priori, François Bayrou nous épargne quand même 40 milliards de hausse d'impôts. On ne sait pas si ce sera 40 milliards, mais il faut quand même le dire, Michel Barnier, tout Premier ministre de droite qu'il était, c'était 40 milliards de hausse d'impôts. Donc ça, c'est déjà de
de ce point de vue-là quelque chose de gagné pour les. Lui, il prétendait que ce n'était que 20 milliards, lui. Oui, oui, mais c'est quand on regardait, ça dépendait comment on comptait. Donc ça, c'est de ce point de vue-là, c'est déjà une victoire pour le Rassemblement national, mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien pourquoi il s'abstiendrait de censurer. Et après, il y a le plan tactique, il y a la volonté d'apparaître comme un parti responsable, de rassurer un électorat, le peu d'électorat de droite LR qui est attaché à la stabilité à tout prix. On leur avait beaucoup reproché la première motion de censure en leur disant, voyez, les électeurs nouveaux que vous aviez récupérés aux dernières législatives, vous allez le reperdre. Donc je pense Marine Le Pen et le Rassemblement national est tiraillé entre le souci d'être cohérent idéologiquement, faire plaisir à sa base populaire et moyenne qui réclame la censure, qui réclame aussi peut-être le départ d'Emmanuel Macron et montrer que c'est aussi un parti respectable qui a le souci de la stabilité. Donc je pense qu'il y a une hésitation et que pour l'instant Marine Le Pen elle-même ne sait pas ce qu'elle va faire, elle va voir comment ça tourne et quelle sera l'attitude de LR. Parce que là, s'il y a une incohérence idéologique majeure, c'est quand même chez LR, à la limite au Rassemblement national, les économies budgétaires, c'est pas forcément leur principal cheval de bataille. Par contre, LR, ça l'est. J'ai entendu là le ministre de l'économie dire qu'on était un pays qui attendait un peu tout de l'État et qu'en plus, il fallait plus d'immigration. Donc on se demande aussi ce que va faire Retailleau dans ce gouvernement. Donc il ne reste plus grand-chose à LR. Donc à un moment donné, est-ce qu'eux aussi vont accepter d'être cocufiés jusqu'au bout au nom de la stabilité? C'est une bonne question. Retailleau, il a sa politique, enfin son action, son verbe, ses discours. Est-ce que ça peut aussi atténuer un peu l'offensive du Rassemblement national? Ça peut, en tout cas c'est la crainte, on le voit de la part des dirigeants du Rassemblement national. Alors, les élections partielles ne sont que des élections partielles, mais quand vous regardez dans la première circonscription de l'Isère, quand vous regardez à Villeneuve-Saint-Georges... Ça c'était les législatives la semaine dernière. Absolument. Les Républicains réalisent un bon score, voire un score qui est nettement meilleur ceux qu'ils ont pu connaître par le passé. Donc on a, dans le cadre d'élections qui sont toujours à considérer avec prudence, parce qu'on n'est pas dans un climat national, parce qu'il y a toujours des enjeux locaux, parce qu'il y a une participation en général qui est relativement famélique, mais quoi qu'il en soit, s'il y a un fait notable que l'on peut voir dans ces deux consultations électorales récentes, c'est que les LR sont présents. Ça ne se traduit pas d'un point de vue global quand on regarde aujourd'hui les grandes intentions de vote, par exemple, concernant la prochaine élection présidentielle, mais en tout cas, ça existe. Bruno Retailleau existe également. C'était une personne qui était, on va dire, assez peu connue avant même d'arriver à Beauvau. Sa première prise de parole a été une prise de parole extrêmement forte. Je souhaite de l'ordre et de l'ordre. Et que, par la suite, toutes ces prises de parole, toutes ces orientations, les endroits où il a été amené à s'exprimer, visent à chaque fois à indiquer que ce mantra n'était pas qu'une indication à un moment donné, mais que cela correspondait vraiment à sa ligne politique, et qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, au moins ça apparaît clair. Et même la dernière interview qu'il a donnée à l'Express est une interview qui, pour le coup, est sans concession, sur le fond, sur la forme, et sur des enjeux dont on sait que auxquels la droite est assez attentive, notamment les enjeux en matière d'immigration, en matière de sécurité et en matière de relations qu'on peut avoir avec l'Algérie. Alors, je vous invite à écouter quelques responsables du Rassemblement national qui nous parlent là. Vous savez, souvent, socialistes varient bien folle et quissifient. Les socialistes sont à peu près aussi fiables et solides que du sable mouvant. Mettre le sort du gouvernement dans les mains d'un socialiste, qui par définition est toujours à peu près en solde et va au plus offrant, c'est quand même très dangereux. Les socialistes sont en train de brader les retraites, de laisser la réforme s'installer, sous prétexte qu'on va demain peut-être la réétudier. En cette rentrée, derrière la façade du consensus mou et d'un compromis qui ne satisfait personne, François Bayrou incarne une inertie préoccupante à l'heure des grandes urgences quotidiennes pour le pays. La politique de François Bayrou n'est pas celle du changement. Elle est celle d'Emmanuel Macron et de son indifférence aux grandes problématiques de la vie quotidienne des Français, la grande absente du discours de politique générale. Il me paraît inévitable de convoquer des élections législatives dès qu'elles seront institutionnellement possibles. Seul le retour au peuple permettra de construire une majorité claire et stable pour le pays, conformément à sa volonté. Si j'écoute bien ce que dit Jordan Bardella, il attend la dissolution. Donc ça veut dire qu'il ne s'en sort pas peut-être tout de suite.
on tombe toujours sur la même interrogation en fait avec le RN, c'est-à-dire le calendrier judiciaire de Marine Le Pen. Et dans quelle mesure, on sait très bien que leurs décisions éventuelles vis-à-vis du gouvernement Bayrou, de la censure, de l'appel à la dissolution, sont dépendants de ce qui se passera pour Marine Le Pen quand elle aura son jugement fin mars, si je 31 mars. 31 mars. Donc de savoir s'il y aura ou non cette fameuse peine d'inéligibilité à titre exécutoire de façon immédiate. Et donc, cette mesure, elle, ça la gêne dans son parcours. Dans son parcours politique. Et donc, tout découle de là. Et tout découle de là au RN, et tout découle de là, j'allais dire, dans les autres formations politiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de conversation avec des responsables politiques une fois qu'on a évacué en quelques minutes les grands sujets de suppression de postes, de suppression de jours de carence, etc. À un moment, la conversation retombe toujours sur le même point, qui est que va faire Marine Le Pen en fonction de son calendrier judiciaire. Et donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'articulent autour de cette question-là. Vous êtes d'accord, Louis ? Et j'ajoute un élément qui est plus présent dans la tête de Jordan Bardella que de Marine Le Pen, parce qu'effectivement, pour Marine Le Pen, ce qui va guider ce début d'année, c'est la date du 31 mars et le verdict. Pour Jordan Bardella, qui n'est pas concerné par cette affaire judiciaire, lui, il scrute plutôt certains ministres du gouvernement, qui s'appellent Bruno Retailleau, qui s'appellent Gérald Darmanin, qui sont ceux qui portent la ligne régalienne à droite du gouvernement, avec la bénédiction de François Bayrou, parce qu'il n'a pas les mêmes mots qu'un Bruno Retailleau, mais il laisse faire, il laisse dire François Bayrou. Donc tout ça se fait avec son aval au moins tacite. Et Jordan Bardella est très inquiet du fait que déjà ces ministres portent une parole ferme sur le plan régalien, allant ainsi sur le discours porté, qui a été abandonné d'ailleurs par l'ensemble des partis pendant longtemps au Rassemblement national. Il attend de voir s'il y a des résultats, parce que s'il y a des résultats, c'est encore plus embêtant pour Jordan Bardella, qui compte bien sur ses problèmes pour expliquer qu'il faut une alternance, une véritable alternance, et que c'est seulement avec le RN qu'on obtiendra des résultats. Donc il pourrait y avoir un raisonnement, il y en a même un, c'est-à-dire qu'au RN, certains stratèges raisonnent comme cela, qui est de dire si Bruno Retailleau, si Gérald Darmanin, si le gouvernement va très loin sur ce discours-là, il pourrait y avoir un intérêt à le censurer simplement pour anéantir le discours de ces ministres, simplement pour contrecarrer tactiquement, alors là c'est de la pure tactique, mais contrecarrer ce qui est porté à l'aile droite du gouvernement. Alors, et là effectivement ce ne serait pas sur, comme l'a fait Marine Le Pen, la désindexation des retraites ou le remboursement des médicaments, c'est sur les sujets régaliens, la sécurité, l'immigration, ceux dont s'emparent ces ministres-là et qui sont là, que François Bayrou a mis là pour annuler les effets, préserver ce flanc droit. Voilà, ce serait un peu pour annuler les effets, et ça sera l'une des réflexions du Rassemblement national cette année, en fonction disons, l'intensité de ce discours-là, mais aussi des résultats, parce que pour l'instant, ce qui manque à Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, évidemment, ce sont des résultats visibles. Ce sont des résultats, et malheureusement, les faits divers continuent d'être en nombre important. Est-ce que vous croyez, Alexandre, qu'effectivement, il peut y avoir, si le verdict du 31 mars, enfin si le jugement du 21 mars est vraiment très défavorable à Marine Le Pen, est-ce que Jordan Bardella, là, peut décider de mener sa petite vie et surtout de prendre la main ? S'il y a une sanction exécutoire, il y aura peut-être pas le choix. Pas le choix, ouais. Après, ce serait un immense coup dur pour le Rassemblement national, une immense question démocratique, parce que ça voudrait dire que les juges auraient choisi le candidat à la présidentielle, et un immense coup dur, parce que je pense que, contrairement à ce que beaucoup disent, Jordan Bardella est un bien moins bon candidat pour le Rassemblement national que Marine Le Pen, et je crois d'ailleurs qu'il en a lui-même conscience de ses limites, il est assez jeune. Puis par ailleurs, c'est un vrai binôme. Autant Bardella parle peut-être justement plus à une droite classique, autant Marine Le Pen parle à l'électorat populaire, et je ne suis pas sûr que Jordan Bardella seul pourrait le faire bien. Donc c'est pas hasard non plus s'il y a ce binôme, et le Rassemblement national, je dirais, fonctionne bien sur ses deux pieds. Donc je pense que ça peut arriver, mais ça voudrait dire qu'il y est obligé par les juges. Je ne crois pas du tout qu'il ait d'ambition personnelle à court terme, Jordan Bardella, même si sans doute il a des ambitions présidentielles à plus long terme, mais il est très jeune, il a tout le temps pour cela. Il veut surtout être Premier ministre de Marine Le Pen. Jean-Daniel, le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. D'abord et avant tout.
Le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, même si vous Toutes regardez les études le montrent. Oui, mais même si Parce vous regardez qu'il a aujourd'hui quand même les beaucoup codes de progressé, confiance, lui. Hein. c'est absolument. Dans les codes de confiance, quand vous regardez aujourd'hui, Marine Le Pen et Jordan Bardella font partie, en général, des 3 personnalités auxquelles les Français accordent le plus leur confiance. Avec, et Alexandre le disait tout à l'heure, des structures d'opinion qui ne sont pas exactement les mêmes. En fait, effectivement, l'électorat populaire qui est plus rassuré par Marine Le Pen et la droite classique, entre guillemets, qui va être plus rassurée par Jordan Bardella. On peut ajouter à cela des dimensions d'âge, voire des dimensions géographiques, et qui ont tendance à se compléter et non pas à empiéter l'un sur l'autre. Donc il y a, qui plus est, quand vous interrogez les Français, notamment ceux qui sont les plus à droite sur l'échiquier politique, pas la perception qu'il pourrait y avoir des lignes politiques qui seraient radicalement différentes. On sait et on lit qu'il peut y avoir des débats entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ça ne transparaît absolument pas du point de vue des Français. Et il y a le sentiment d'avoir un binôme qui est un binôme qui apparaît complètement cohérent. Il y a la marque également, en plus, qui est la marque Rassemblement National, qui est une marque forte aujourd'hui et qui fait que quand bien même il y a eu un débat pour savoir est-ce que le Rassemblement National devait ou pas voter la censure, quand on a vu également les réquisitions concernant le procès qui a touché Marine Le Pen, que ça n'a eu aucun impact sur l'image, la confiance, voire même la proportion de Français qui aujourd'hui se déclarent proches du Rassemblement national. Donc il y a une poussée tendancielle du Rassemblement national qui fait que, vous l'avez indiqué dans votre titre, on ne se pose plus vraiment la question du RN. On a le sentiment qu'il n'est pas forcément aujourd'hui au centre des débats de la part de François Bayrou, mais malgré tout, c'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est le groupe qui a le plus progressé en 2 ans, entre les élections de 2022 et les élections de 2024. Comme vous en avez fait le lapsus, ils sont passés de 89 députés à 143, 142 aujourd'hui députés. C'est une progression de l'ordre de 50%, ce qui ne s'est quasiment jamais vu dans l'histoire de la Ve République, dans un délai, en tout cas, qui est un délai aussi court. Et Éric Ciotti se tient aux ordres, lui. Hein. Il a du mal à exister. Il développe son petit créneau, donc j'ai du mal à voir le... C'est quoi le créneau qu'il a? C'est le créneau Javier Milei. Javier Milei. Ah, mais il n'a pas encore acheté de tronçonneuse. Si, il a acheté une tronçonneuse, Éric Ciotti. Il a fait un colloque la semaine dernière à la Maison de l'Amérique latine où il a apporté une tronçonneuse, une vraie, pour illustrer. Donc la tronçonneuse, c'est l'expression du président argentin Milei qui a fait passer des lois pour réduire drastiquement la présence de l'État, les normes, les fonctionnaires et libérer l'économie, selon son expression. Et donc Éric Ciotti s'empare de ce créneau-là, qui est aussi un peu un créneau Elon Musk, vous voyez, qui a été chargé par Donald Trump de simplifier l'administration américaine pour libérer des normes et du poids de la bureaucratie, l'activité économique. Bon, alors en France, c'est un créneau qui a rarement prospéré. Vous connaissez la phrase sur Madelin, le libéralisme c'est Madelin, 3%, je crois. Donc c'est un peu ce dont il essaye de s'emparer, ce qui les réduit un petit peu à un créneau. Mais il développe ce discours déjà pour s'identifier. Il est à la tête d'un groupe d'une 15aine de députés, donc c'est vraiment pas beaucoup. La question, c'est est-ce que ça va poser un problème avec Marine Le Pen et son allié? Parce que c'est pas le créneau économique de Marine Le Pen, la tronçonneuse. Pas du tout. Elle a même de plus en plus de fonctionnaires, par exemple, qui votent pour elle. Elle a des catégories populaires, des catégories moyennes qui ont besoin des services publics, de la protection de l'État d'une certaine manière. Et elle n'a jamais eu un discours anti-étatiste. Au contraire, elle est plutôt interventionniste, Marine Le Pen, dans le discours qu'elle a développé. Donc pour l'instant, elle laisse Éric Ciotti faire sa tambouille de son côté et adopter un créneau. La question est de savoir si un jour, elle va lui dire « bon, calme-toi parce que tu vas brouiller mon message économique et social à destination d'un électorat qu'elle a, elle, et qui lui est acquis et qui n'est pas celui d'Éric Ciotti à Nice, c'est clair. » Alexandre ? Moi, je pense que c'est plutôt malin de la part d'Éric Ciotti. D'une part, ça lui permet d'exister, sinon lui aussi est totalement inféodé. Et ensuite, moi, je pense que sa ligne est moins incompatible avec celle du RN qu'on ne le pense. Parce qu'en réalité, ceux qui se prétendent libéraux en France sont souvent des inspecteurs des finances. Emmanuel Macron se prétendait libéral et on est dans un libéralisme que moi, je qualifie de technocratique et bureaucratique, qui consiste, pour faire des économies, de créer une nouvelle administration. Ce qu'a voulu faire Bayrou, d'ailleurs. Et dans le même temps, d'affaiblir en permanence l'État régalien. Donc Marine Le Pen est effectivement favorable aux fonctionnaires pour ce qui est de l'État régalien, pour ce qui est également de l'hôpital, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit hyper favorable à la bureaucratie. Par exemple, aux centaines d'agences qui, je crois, selon une très bonne une du Figaro Magazine, pèsent 70 milliards sur nos dépenses publiques. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec son électorat et ça renvoie à quelque chose. Alors, Ciotti parle de Milei parce que c'est
plus sexy, mais ça renvoie à ce qu'était le poujadisme. Et le fait que Jean-Marie Le Pen soit décédé, finalement, ça pourrait peut-être permettre au Rassemblement national de renouer avec une forme de poujadisme. Je crois que les classes populaires ne comprennent pas où va l'argent. Elles n'aiment pas la bureaucratie, surtout. Voilà. Elles n'aiment pas la bureaucratie. Exactement. Elles n'aiment pas la paperasse. Les classes populaires ne comprennent pas où va l'argent. Si vous, elles sont attachées à avoir un certain nombre de protections, notamment dans le domaine des services publics, mais elles trouvent aussi qu'il y a trop d'allocations qui sont distribuées à des gens qui ne travaillent pas, et elles se demandent où va l'argent, puisqu'il ne va pas précisément dans les services publics. Donc je pense que là, il y a une ligne politique à développer, qui n'est pas celle qu'a défendue LR ou la Macronie, mais qui est une ligne tout à fait libérale et tout à fait compatible avec un parti nationaliste. Elle ne soutenait pas la réforme de l'assurance chômage, donc cette réforme qui était considérée comme étant de la lutte contre ce que d'aucuns appelleraient un peu libéral. Là, pour le coup, elle avait, on voyait bien la modification de la ligne qui pouvait s'opérer au RN sur ce sujet-là. Bien sûr. Ouais. Et alors, il y a aussi le président de la République, parce qu'on en parle de moins en moins, mais il est toujours là. Il sombre dans les sondages, c'est le moins que je puisse dire. Enfin, il s'occupe quand même, rassurez-vous, de savoir si vous pouvez conduire avec le téléphone portable au volant, pour payer au péage, et il est très inquiet de la diminution du budget des sports. Voilà, c'est les 2 dernières sorties importantes qu'il ait faites. Jean Daniel, je crois qu'il est en concurrence avec François Hollande dans l'impopularité constatée dans les sondages sous la Ve République. Oui, c'est une manière de présenter les choses. Donc il est effectivement très bas. Pas très sympathique, mais bon. Il est très bas dans les différentes enquêtes. Ce qui est assez notable, en dehors du score, c'est le fait qu'il commence à décrocher parmi son électorat de premier tour. C'est-à-dire l'électorat plutôt âgé. L'électorat plutôt âgé, d'électorat plutôt diplômé, un électorat qui est plutôt à l'aise économiquement, en tout cas par rapport à la moyenne des Français. La singularité d'Emmanuel Macron, en tout cas dans le cadre de son premier mandat, c'est qu'il avait réussi à conserver son socle. Et que globalement, on voyait qu'il y avait sensiblement un quart des Français qui avaient voté pour lui et qui, de manière systématique, votaient pour les candidats qui étaient soutenus par le président de la République et qui étaient amenés à reconduire leur comportement électoral dans le cadre de la dernière élection présidentielle, même s'il avait un peu progressé, avec 28% si je ne fais pas d'erreur. Donc ça, c'était sa force. Et là, notamment, depuis la dissolution, qui reste encore une dissolution qui est incomprise sur le fond, sur la forme, sur l'opportunité de la part du cœur de son électorat, une dégringolade tendancielle au sein du cœur de ses proches et de ses sympathisants. Et ici, je faisais un petit sourire par rapport à François Hollande, c'est que François Hollande avait quand même perdu assez vite, même son électorat socialisant, alors que François Hollande n'est resté que 5 ans. Alors que ce n'est pas le cas chez Emmanuel Macron. Il y a une accélération au cours de ces 6 derniers mois et un électorat qui est un électorat déboussolé, qui ne va pas forcément se trouver d'autres champions, entre guillemets, ou qui ne va pas se tourner vers d'autres forces politiques, mais il va dire aujourd'hui, on ne comprend plus le président de la République. On avait l'impression que peut-être qu'on était en désaccord, mais au moins, il avait une idée dans la tête, il avait une stratégie et il avait des orientations. Et là, d'un président de la République qui donne le sentiment de plus naviguer à la vue que véritablement d'enclencher des dynamiques, d'enclencher des débats et de faire en sorte d'être la tête avancée des débats au niveau national. Alors, Louis, d'une certaine façon, bon, il n'a plus d'échéance électorale, lui, pour ce qui concerne. En tout cas, il ne peut pas. En 2027, il ne peut pas. C'est vrai, en fait, son équation est très compliquée parce qu'il n'est pas en cohabitation. François Mitterrand et Jacques Chirac s'étaient refilés la cerise en cohabitation. Alors, ils n'avaient plus du tout les leviers du pouvoir. Et puis, physiquement, c'était incarné au Conseil des ministres. Ses opposants, la droite face à François Mitterrand, la gauche de Lionel Jospin face à Jacques Chirac, qui incarnaient l'opposition. Le président, qui incarnait le nouveau pouvoir. Le président était dans l'opposition. C'était clair. Et dans l'opposition, chacun sait qu'il est plus facile de regagner des points. Il suffit de critiquer ce que font les gens qui sont au pouvoir. Et en général, ça marche assez bien, avec un air de ne pas y toucher que ça va très bien cultiver, notamment François Mitterrand. C'est l'une des clés de sa réélection de 1988. Emmanuel Macron n'est pas dans cette situation-là. Il n'est pas en cohabitation. Celui qui est Premier ministre est celui qui a quasiment qui a permis son élection en 2017. C'est François Bayrou, c'est son allié historique. Donc on n'est ni dans une situation où le président a une majorité absolue ou relative d'ailleurs, et peut donner des directives, ni dans une situation de claire cohabitation, où au moins il pourrait incarner l'opposition en faisant des remarques désobligeantes, en formulant des critiques depuis le surplomb présidentiel, ce qui donne normalement une certaine stature, et regagner des points comme ça. Là, effectivement, c'est qu'il a été très éloigné du pouvoir pendant la période Barnier. Là, vraiment, il y avait plus de signe de vie à part à l'international.
il n'est pas remonté dans les sondages. Et là, il continue à s'enfoncer. Et on sent que l'Élysée, en fait, il se cherche. Il cherche un moyen d'existence. Le fait qu'en une journée, la semaine dernière, il pousse une gueulante contre le budget des sports, donc venant s'inviter et contredire le gouvernement de François Bayrou. Et dans la même journée, il fait une vidéo sur TikTok pour s'occuper des gens qui ne peuvent pas payer au péage avec leur téléphone. Ça montre que on cherche un peu la stratégie à l'Élysée quand même, parmi les communicants présidentiels. Il lui reste la scène internationale, mais là aussi, c'est pas des succès flamboyants pour l'instant. Ouais. La France n'est pas présente autour de la table dans l'accord du cessez-le-feu au Proche-Orient. L'Europe est en paralysie totale parce que c'est la crise en Allemagne, que la Commission européenne ne sait pas comment répondre à ce qui arrive du côté de l'Amérique de Trump et ce qui vient depuis des années déjà du côté de la Chine. Bref, tout ça concentré fait un président démuni et qui n'arrive pas à se saisir de la situation très particulière, très inédite dans laquelle il est, pour essayer de quitter le pouvoir en 2027 avec une cote un tant soit peu redorée ou une partie de son bilan qui serait au moins reconnue. Là, pour l'instant, il n'a pas trouvé la clé. En plus, le bilan qu'il pourrait laisser, ou qu'il cherche à laisser, j'imagine, l'image, en tous les cas, c'est celui qui, économiquement, aurait pu bien en tirer bénéfice, puisqu'il a fait des réformes, on ne peut pas le nier, la réforme des retraites, ça c'est clair, le code du travail, la fiscalité, il ne faut pas oublier de la première année de son premier mandat, qui n'était pas... La première partie du premier mandat avait effectivement porté plusieurs réformes qui étaient majeures, à la fois fiscalité et droit du travail. La réforme des retraites, si douloureuse de 2023, est un élément de plus qui aujourd'hui est clairement de nouveau sur la table. Donc ça pourrait être remis en question, tout ça. Donc tout ça est remis en question et fondamentalement, au-delà du sujet des finances publiques, il y avait une forme de dynamisme ou d'apparence de dynamisme et d'optimisme qui infusait un petit peu dans l'économie, qui s'est brutalement arrêté avec la dissolution. Et là, on est vraiment dans une déliquescence un peu de ce sentiment-là, avec un pessimisme qui est revenu, une mise à l'arrêt des investissements, etc. Et donc le message qui était de dire chose France, la France est de retour, etc., a été anéanti en très très peu de temps. Ouais. Et donc c'est sur ce terrain-là qu'on sent bien qu'à l'Élysée, ils voudraient que les choses remontent un petit peu sur le cheval, et c'est ce qu'ils feront dans 15 jours avec le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, sur lequel l'Élysée mise évidemment beaucoup. On est dans le genre d'événement qu'Emmanuel Macron adore, avec Paris, centre du monde, pendant quelques jours ou quelques heures, avec des grands dirigeants sur le Ça va être un grand événement, ça, Bertie, oui. Ça va être un grand événement, et en même temps, le risque et la crainte qu'il y a évidemment de la part de ceux qui le soutiennent, c'est que les annonces de Donald Trump et les annonces des entreprises américaines dans ce domaine-là en particulier écrasent tout, parce que c'est tellement massif et tellement spectaculaire que la capacité de la France, de l'Europe, même si ça se voit un sommet mondial, à exister sur la scène technologique et d'intelligence artificielle est évidemment très limitée. Donc voilà, ça va être un moment dans lequel Emmanuel Macron sera évidemment au centre du jeu avec des messages à porter. Ce sera insuffisant, ça va se prolonger avec un Choose France, j'allais dire comme avant. Au mois de mai, le 19 mai, on aura un sommet de Choose France, et c'est vrai que ça paraît un petit peu décalé par rapport à la situation du pays, surtout si entre deux, on a eu une deuxième censure et qu'on a basculé dans la crise financière, dans la crise de régime, tout ce que vous voulez. On a quelques obstacles avant à franchir. Ouais. Alexandre, c'est une fin qu'il a provoquée. Oui, qu'il a accéléré, je dirais, et il baisse pour toutes les raisons qu'on a indiquées, peut-être aussi pour une raison supplémentaire, c'est que je crois dans le soutien à Emmanuel Macron, il y avait un réflexe légitimiste plus qu'un soutien à la personne d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les personnes qui voulaient éviter absolument le chaos, d'ailleurs Macron en a beaucoup joué, c'était moi ou le chaos, se réfugiaient derrière Emmanuel Macron. À partir du moment où il ne peut plus se représenter, ce côté-là disparaît, et on comprend aussi pourquoi il baisse. Mais au-delà de tout cela, moi je trouve qu'il y a une atmosphère de fin de règne, mais aussi une atmosphère de fin d'une époque. Après l'élection de Donald Trump, après son investiture, on a parlé de Musk, on voit bien que les élites politiques occidentales sont en train de changer, pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs, dans beaucoup de démocraties occidentales, on pourrait penser, citer de manière moins radicale que Trump, mais Mélanie, et en fait Emmanuel Macron
Macron qui apparaissait comme le summum de la modernité, comme du progressisme souriant quand il a été élu la première fois, apparaît très largement démonétisé, voire ringard d'une certaine manière. C'est assez amusant d'ailleurs que Justin Trudeau, qui avait été élu à peu près au même moment, ils s'étaient retrouvés tous les deux au sommet du G20, ils incarnaient le nouveau monde, Justin Trudeau était obligé de démissionner. Et en fait, c'était pas tellement le nouveau monde que les jeunes du vieux monde, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment un changement de monde et justement que cette classe dirigeante qui croyait en la mondialisation heureuse est un peu prise à contre-pied par rapport à l'époque qui est une époque de retour des nations. Eh bien, encore 2 ans, quand même, pour tenir. Un peu plus de 2 ans. Que la question de la démission se reposera très vite. Si jamais. Si Bayrou est censuré, il aura très peu de cartes entre ses mains, Emmanuel Macron. C'est clair. Nous allons passer maintenant à la dernière séquence de notre émission, qui sont les coups de cœur et les coups de griffe. Vous commencez, Louis ? Allez, je commence par alors le coup de cœur. J'ai apporté un livre qui vient de sortir, ça tombe bien. Donc c'est un livre écrit par un photographe, mais il n'y a pas de photo dedans. C'est vraiment du texte. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des photos. Il s'appelle Vincent Jarousseau, c'est un photographe que je connais, j'ai déjà travaillé un petit peu avec lui. Ouais. Il a écrit un livre qui s'appelle Dans les âmes et les urnes. Vincent Jarousseau, depuis 10 ans, va voir les électeurs du Rassemblement national chez eux, donc dans les terres défavorisées du Nord ou du Sud-Est, vraiment dans les bastions du Rassemblement national, que ce soit celui de Jean-Marie Le Pen, historique dans le Sud, mais aussi celui qu'a cultivé Marine Le Pen dans le Nord, et notamment le bassin minier. Et il a écrit ce livre en forme de carnet de bord sur ce qu'il voit. Et ce qui est intéressant dans sa démarche à Vincent Jarousseau, c'est qu'il ne va pas voir les électeurs RN comme on va aux zoo, quoi. Ce que font souvent les journalistes parisiens, en disant on va aller les voir parce qu'on ne comprend pas, nous on ne vote pas RN, pourquoi ils le font, etc. Lui, il y est allé dans la durée, parce qu'il a tenu ça sur 10 ans, et il est allé surtout, il s'attache à décrire leur vie quotidienne. Et souvent, vous comprenez le vote RN plus en vivant la journée d'un chauffeur-livreur ou d'un indépendant qui a plusieurs boulots en même temps, ou d'un chômeur, que pour des grandes raisons idéologiques dont on débat souvent ici sur les plateaux parisiens. Donc c'est ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est que il est vraiment allé les voir, quoi. Il est allé les voir longuement. Et ça permet de mettre beaucoup de choses au cœur vraiment de la vie quotidienne de gens qui votent RN. Ça permet de bien des ressorts de leur vote. Et c'est aux éditions des Arènes. Les Arènes. Et alors le coup de griffe, c'est contre l'Union européenne, qui a trouvé un truc formidable là, vraiment. Vous savez, il y a une interdiction de la voiture thermique qui entre en vigueur progressivement. 2035. À l'horizon des années 2030. Et il y a des règles, c'est-à-dire que les constructeurs doivent payer des pénalités s'ils continuent à construire des voitures thermiques sans vendre assez de voitures électriques. Ils doivent acheter des quotas de CO2 à qui les achètent à leurs concurrents qui produisent déjà beaucoup de voitures électriques. Or, les constructeurs européens, pour eux, c'est un changement, c'est un virage majeur de mécanismes, de stratégie, de technologie. Et il se trouve que la demande en voitures électriques ne suit pas tant que ça. Les gens, pour l'instant, notamment parce que c'est cher et qu'il n'y a pas des bornes partout, n'achètent pas énormément de voitures électriques. Donc, ces constructeurs produisent toujours des véhicules thermiques. Et ils achètent ces quotas de CO2. Devinez à qui ils les achètent. Ils les achètent à Tesla, donc la société de M. Elon Musk. Ils les achètent à BYD, qui est le géant chinois qui veut faire déferler des voitures électriques. Il les engraisse un peu plus, quoi. Exactement. En fait, l'Union européenne a organisé le paiement par les constructeurs européens en difficulté de leurs concurrents chinois et américains. Je pense que ça doit bien faire rigoler à Washington et à Pékin, cette histoire. Et donc, 3 ministres français ont écrit une tribune, parce qu'on en est là, la France doit écrire des tribunes pour faire porter ses souhaits à la Commission européenne pour demander à réviser ces règles qui sont absolument absurdes. C'est dans les Échos. Tout à fait, cette tribune est apparue dans les Échos. Jean-Daniel, assez vite, parce qu'on est pris par le temps. Là. Assez vite. Moi, je me place d'un point de vue d'opinion, donc je ne donne pas vraiment mon avis personnel. Coup de cœur pour Gérald Darmanin, qui a quand même réussi à revenir au gouvernement, qui n'est pas perçu comme étant une forme de macroniste. Et quand vous regardez dans les différentes enquêtes, il échappe à la baisse tendancielle que peuvent avoir tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont proches d'Emmanuel Macron. Tant et si bien que quand vous interrogez les Français, ils ont un peu de mal à vous dire s'il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui ou ministre de la Justice. Donc il arrive à pouvoir combiner les deux aspects, ce qui n'était
pas forcément évident sur le papier. Et puis peut-être le coup de griffe, c'est un coup de griffe à l'égard de Rima Hassan, dont on sait qu'elle a été pendant un paquet de temps l'égérie de la France Insoumise, qu'elle a des propos qui sont des propos, on va qualifier pudiquement, d'assez tranchés concernant un certain nombre de sujets. Elle a été l'égérie de la part de dirigeants de la France Insoumise, et aujourd'hui, on voit que même lorsqu'il y a des législatives partielles, même lorsqu'il y a des municipales partielles, eh ben, elle va plus forcément être invitée pour pouvoir porter la parole, alors même que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé à Villeneuve-Saint-Georges il y a de cela quelques jours. Merci. Alexandre. Alors rapidement, le coup de cœur, c'est Donald Trump pour son discours d'investiture. Quoi qu'on pense de ce qu'il dit sur le fond, la méthode, le retour du volontarisme en politique, l'affrontement avec l'état de droit. On ne sait pas s'il va le gagner, mais il pose, je pense, la bonne question, c'est-à-dire une place trop importante prise par les juges et la technostructure dans la vie politique. Et je pense qu'en les affrontant comme ça, il envoie un signal qui est intéressant. Donc il incarne une autre manière de faire de la politique qui, à mon avis, et la manière qui va s'imposer dans le futur avec un retour du rapport de force, mais aussi parce qu'on est dans une époque tragique qui le nécessite. Et le coup de gueule, c'était contre Éric Lombard qui explique effectivement qu'il faut plus d'immigration, qu'on en a besoin. On voit qu'on est face à un retour du chômage, qui a également des problèmes culturels, des problèmes d'insécurité. Donc là, je crois qu'il y a une contradiction majeure. Et puis, voilà, s'il y a des postes à pourvoir, je pense qu'on peut les trouver sans avoir recours à l'immigration, quitte à augmenter les salaires ou à baisser les charges des entreprises. Bertille. Très rapidement, donc, le coup de cœur, c'était pour une déclaration d'un ancien patron de Goldman Sachs qui s'appelle Lloyd Blankfein, à Davos, qui s'est offert le luxe d'une petite impertinence face au spectacle de tous les patrons de la tech américaine et derrière de toutes les entreprises américaines qui font allégeance les unes après les autres, enfin les uns après les autres en l'occurrence, à Donald Trump, voilà, et qui a dit ça me rappelle non, mais ça me fait penser plus exactement au retour de Napoléon après son départ de l'île d'Elbe, où quand il est parti de l'île d'Elbe, la presse le qualifiait de monstre, et que le temps qu'il arrive à Paris, c'était Sa Majesté. Voilà. Et donc on a à peu près le même phénomène avec Donald Trump de revirement, y compris de ceux qui n'étaient pas trumpistes du tout à la base, et qui sont devenus très rapidement l'espace d'une... Ça devrait durer plus de 100 jours, lui, pour ce qui le concerne. On verra. Je ne m'engage pas sur la suite. Le coup de griffe, c'est sur Michel-Édouard Leclerc qui a proposé une taxe sur les robots, le retour de la taxe robot, vous croyez oublier depuis celle de Benoît Hamon en 2017. Ah oui. Alors, c'est une taxe sur la robotique, le numérique versus ne pas taxer le travail dans son esprit, mais on se trompe totalement sur les enjeux, quoi. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui de l'économie française, alors effectivement, c'est un des charges qui pèsent sur le travail, j'en ai bien conscience, mais deux, c'est un sujet de monter en gamme, de monter en compétitivité, de monter en productivité, c'est surtout, et donc d'innovation. Et donc, taxer aujourd'hui la robotisation, c'est vraiment se tromper d'époque, hein. Aujourd'hui, la Chine est plus robotisée que nous, l'industrie chinoise. C'est vraiment là qu'on a aujourd'hui l'innovation qui tire derrière de la productivité et des emplois. Donc, un peu étonnant de la part de Michel-Édouard Leclerc en plus. Hein. Je pense que c'est un peu, dans son idée, ça doit être aussi taxe Amazon versus taxe du supermarché implanté qui effectivement a des emplois. Mais le présenter sur une taxe sur la robotisation est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est très à contre-courant et c'est pas l'époque. Merci à vous quatre, merci de vos éclairages, de vos décryptages qui étaient très bons et nécessaires en ce lundi 27 janvier. Nous, on se retrouve lundi soir prochain pour de nouvelles aventures qui tourneront probablement autour des mêmes sujets. Peut-être qu'il y aura une censure d'ici là, d'ailleurs, on ne sait jamais, ce qui mettrait du piment dans notre salade. Voilà. Bonne nuit et passez une bonne semaine.